Et donc, Hailey, je crois que ça se prononce Allah. Ah là, Allah, comme ça. Allah, comme ça. Comme... ce qui est ouf, c'est que tu vas sur Google Maps, tu tapes la Gaveline, tu sais, c'est pas la brasserie on appelle ça, la distillerie. Tu dézoomes et à 100 mètres à droite, t'as la distillerie Ardbeg et à 100 mètres à gauche, t'as la distillerie Lafroeg, tu vois. Donc je pense vraiment là, t'as tout quoi en fait, c'est formidable. C'est une île distillerie, quoi. Mais non, mais mon gars, c'est vrai, hein, parce que t'as Port Askeg, genre au C'est nord, une île distillerie. une île distillerie. Mais tu as été là, Chris, toi? Moi, j'ai été sur Sky. J'ai visité Talisker sur Sky, mais j'ai pas visité le Ayla, j'ai pas fait encore. Mais je pense que le jour où j'y vais, ça va juste se transformer en tournée en fait. Il y a pas Ouais. de... Eh bah ouais. Voilà. Bon, on le fait ce podcast parce qu'on parle de Oui. tourbes, tout ça, mais on a oublié le plus important, les acteurs australiens. Allez, Allez. c'est parti. C'était une cornemuse, on y va. Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge. Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers fabriqués. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Alors je vais le photographier avant qu'on le démolisse. As an artist, if it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But why? Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça dans les douves. Eh bien, bonjour ou bonsoir à vous qui nous rejoignez au fond de la douve. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de patrimoine écossais. On va parler un petit peu de Brevard et notamment et surtout de ses suites, puisqu'elles sont au nombre de deux. Une plus ou moins officielle et une, on va dire, sur laquelle Brevard étend son nombre sans jamais trop se prononcer non plus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà un petit mot sur ce podcast qui est toujours, encore et toujours avec mes éternels partenaires Pierre Udren Bonjour. et Édouard Fabier. Bonjour. Alors vous ne pouvez pas le voir, mais il a revêtu son petit kilt pour l'occasion. Il est thématique. Et ce podcast nous a entre autres été demandé par Alexandre et Amandine Thirache, ce qui concorde un petit peu avec nos vues, puisque c'était le premier sujet qu'on voulait aborder en apprenant qu'il y allait y avoir cette espèce de suite non officielle de Brevard qui était Robert the Bruce, emmené par Angus MacFadyen, du coup un acteur du film de Mel Gibson à la base. Et on a voulu parler de celui-là, mais il n'était pas encore sorti en France. Il semblerait que ça se débloque un petit peu au niveau de la VOD en ce moment, donc il a l'air d'être plus ou moins trouvable. Voilà, donc sans trop plus de préambule, on voudrait juste remercier les tipeurs qui nous ont filé un coup de pouce sur ces derniers mois, c'est-à-dire Antoine Bank, notre éternel fournisseur en micro, mais aussi Romain Lorenzo qui s'ajoute à cette liste, et Nico Lasartesses qui nous soutient depuis le début. Eh bien, pour présenter un petit peu notre trilogie, notre panel de films, je vais passer la parole à mon copain Pierre. Oui, bah alors du coup, les trois films dont on parle, en fait, celui que j'ai l'impression tout le monde connaît, c'est Brevard. Film 2 et avec Mel Gibson qui date de 1995, qui va nous raconter l'épopée de William Wallace, du coup, donc William Wallace qui va un petit peu combattre l'envahisseur anglais. Alors je sais plus exactement quelle est la date de... Se passe entre 1297 et 1306, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Enfin 1314 pour Bannockburn pour l'épilogue. Mais... En fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était que ce film-là a eu un succès absolument énorme et même a façonné la vision que je pense les gens ont de l'Écosse dans le monde. En 2018 et en 2020, il y a deux autres films qui sont sortis. Un à très gros budget et un à beaucoup plus petit budget. Le premier s'appelle Outlaw King, donc le roi hors la loi, qui est un film de David Mackenzie qui va nous raconter, un peu comme on a raconté l'histoire de William Wallace dans Brevard, va nous raconter l'histoire de Robert the Bruce,
un des compagnons d'armes, je pense qu'on peut dire un petit peu de William Wallace, dans une sorte de biopic, biopic où pareil, on a un roi qui du coup va défier l'envahisseur anglais et petit à petit obtenir l'indépendance de son pays. Et ce Robert the Bruce, il a aussi été le héros d'un film plus confidentiel qui s'appelle du coup Robert the Bruce, dans lequel le rôle principal est tenu par Angus MacFadyen, qui jouait déjà le rôle de Robert the Bruce 20 ans auparavant dans le Braveheart de Mel Gibson. Donc voilà, ces 3 films forment une espèce de boucle un petit peu. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'aucun des 2 films sortis récemment n'est une suite officielle de Braveheart. Que ces films-là sont vraiment très différents d'un point de vue financier. Il y en a un qui est Outlaw King, qui a coûté 120 millions de dollars, et on n'a pas su estimer exactement le prix de Robert the Bruce, mais c'est un film très très indépendant à très petit budget, quoi. On estimait ça à 2-3 millions peut-être le budget, quoi. Et on était sur un budget similaire, pour ceux qui nous suivent, à celui de l'État sauvage, dont on a parlé au mois de juillet l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment plutôt un budget de petit film, et du coup c'est compliqué parce que c'est un film en costume et autres. Et donc voilà, on avait envie un petit peu, au travers de ce podcast, d'analyser les points de concordance, les allers-retours, les façons de traiter des personnages qui sont forcément à la fois différentes et à la fois liées un petit peu dans ces 3 films, tout en sachant qu'on n'a pas appelé ce podcast Les Suites de Braveheart pour rien. C'est que même si aucun de ces 2 films n'est une suite officielle, il y a quand même un lien très fort qui se fait avec Braveheart, qui est un grand succès du cinéma, je pense. Et du coup, je sais pas, peut-être ce qu'on peut se demander, c'est vous, les loulous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 films qu'on a vus et revus pour l'occasion? Édouard? Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Braveheart. Et j'avoue que voilà, je m'y suis replongé avec petite nostalgie. Le film ne m'a pas déçu, même si c'est vrai qu'avec le recul, maintenant que je suis grand et que je fais des podcasts avec mes amis, j'analyse beaucoup plus les films. Du coup, c'est vrai qu'on voit les failles et les défauts. Outlooking, après moi c'est peut-être mon préféré de la sélection. C'est aussi peut-être le plus récent et celui qui récemment a le plus gros budget. Donc j'ai aimé suivre ce roi à mulet. Moi j'ai appris des choses sur ce roi. Et après concernant Robert the Bruce, j'ai trouvé au niveau de l'esthétique, on est plus proche d'un fan-film qu'on va dire d'un film Oh, c'est super méchant. de cinéma. C'est super méchant, les pauvres. mais qui a quand même de nombreuses qualités, parce que il aborde en fait toute cette histoire sous un autre angle, on va dire plus intimiste. On n'est pas dans une grande lutte, on est finalement dans ce roi dans l'exil du roi, quoi. Voilà. Et toi, Christophe? Alors moi, Braveheart, je pense qu'il y a eu un effet. Je me souviens l'avoir vu étant plus jeune, et je me souviens que déjà à l'époque, le film, je l'avais trouvé sympa, mais je comprenais pas trop la hype, et je crois que je la comprends toujours pas trop. Enfin, si, je la comprends, mais je m'inclus pas dedans en fait. Alors après, c'était peut-être parce que je l'ai vu après Le Seigneur des Anneaux, et du coup les scènes de bataille m'ont paru un peu moins dantesques. Je pense que si je l'avais vu avant, j'aurais été comme un petit fou. Mais voilà, même si ça on pourra en reparler, il y a une espèce de filiation entre Peter Jackson et Mel Gibson là-dessus. Du coup, Braveheart, je l'ai revu avec plaisir, même si c'est un film que je continue à trouver un peu longuet par certains côtés. Quand j'imagine qu'il existe une version longue de 225 minutes, je me dis, ah oui, peut-être je passerai mon tour là-dessus si un jour Mel Gibson la sort, parce que
Je trouve que le film, pour ce qu'il raconte, pourrait parfois se presser un peu. Voilà, mais après, ça reste très, très, très plaisant. Et puis bon, c'est un des premiers films produits dans ce genre-là. C'est ces espèces de grosses épopées historiques qui vont nous donner. Enfin, je veux dire, Ridley Scott avec Gladiator, 5 ans plus tard, est complètement dans la continuité, quoi. Donc, c'est un peu le point de démarrage de pas mal de choses. Concernant Outlaw King, j'ai une relation un peu particulière à Outlaw King parce que c'est le film que j'aurais aimé voir au cinéma. Il est sorti sur Netflix et ça fait un peu... Enfin, voilà, je suis pas un pro Netflix du tout, mais et ça joue sans doute. Mais vraiment, celui-là, je me suis dit, ah putain, si ça avait été aussi moche, je crois que je l'aurais plus aimé que ce que je n'ai aimé, le voir à travers un écran de télévision. Ce que je trouve un peu dommage quand tu as 120 millions de budget de ne pas aller sur grand écran quand même. Ce film-là, de manière générale, dans l'appréciation, je dirais qu'il y a la première moitié que j'aime beaucoup et dans la deuxième, je sais pas, il y a un truc qui s'essouffle un peu. Mais voilà, ça reste un super moment quand même. Et le Robert The Bruce, je trouve que... Alors peut-être c'est un peu le point commun de tous ces films, il y a peut-être un petit peu d'effet de longueur à un moment. Robert The Bruce n'y échappe pas. Il aurait gagné sans doute à faire un quart d'heure de moins dans l'idée. Je trouve que c'est un... Alors toi tu parlais de fan film, moi je trouve que c'est un Black Death qui n'a pas les idées de mise en scène pour cacher le petit budget en fait. Et parce que je pense qu'on est à peu près sur le même niveau. Peut-être un peu moins encore pour Robert The Bruce, mais je trouve que c'est un film qui a des choses intéressantes à dire en tant que suite de Braveheart et en tant que comment tu te représentes un héros national, puisque Robert The Bruce c'est quand même il est quand même considéré comme le fondateur de l'indépendance écossaise un peu quoi. Donc du coup c'est intéressant parce que Angus MacFadyen, loin d'être toujours en avant dans le film, il est finalement en retrait permanent et j'attendais pas ce genre d'histoire. Je m'attendais vraiment à avoir un truc un peu, peut-être un truc un peu plus bête en fait sur ce film, un truc un peu de c'est des mecs qui vont aller taper des gens pour essayer de récupérer un château et en fait il n'y a pas trop de thunes alors tu le vois tout le temps et le film prend une autre direction que j'attendais pas et c'était plutôt intéressant. Et toi, Pierre ? Alors du coup, j'ai redécouvert Braveheart. C'est-à-dire que je l'avais vu beaucoup plus jeune et j'en avais gardé un souvenir d'un truc qui m'avait plu, mais bon, voilà comme ça, mais qui était très violent et très... je sais pas, tu vois, très... un peu trop tout. Et en fait, en le revoyant, je pense que c'est ça que j'ai aimé. Je ne comprends pas le fait qu'on reproche à Braveheart ses inexactitudes historiques. Parce que moi, je trouve que quand tu vois le film et que tu sais analyser, mais genre 2 secondes, tu te rends compte qu'à aucun moment c'est un film qui a une volonté d'être vraiment historique. C'est un truc qui te renvoie, et ça c'est volontaire, à des péplums, des années... En fait, c'est à Spartacus, en fait. Effectivement, c'est un peu lourdingue des fois, c'est un peu trop tout. Le héros, il est un peu trop gentil quand il joue un gentil, un peu trop violent quand un truc... Enfin, il y a une radicalité dans l'ensemble du truc qui fait que les curseurs sont tout le temps poussés. Et en fait, il y a ce truc-là que je trouve qui est... Hein ? Il joue à 12 tout le temps. Mais non, mais c'est un peu ça. Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement plaisant aussi. Quand tu regardes les images du making-of, et t'es là, putain, il y a quand même 1600 figurants, ça part dans tous les sens, et du coup, il y a... j'ai l'impression de voir un objet de démesure, en fait, un peu de la même façon que... Enfin, je sais pas, tu vois, qui est dans sa démesure, et dans le film, et dans ce qui est derrière. Et au final, c'est rigolo, parce que c'est... Les défauts du film ne me font l'apparaître que plus sympathique, alors que tu vois, en soi, quand je le pose sur le papier, il y a plein de trucs que je dis, ouais, ça c'est un peu nul, ça c'est un peu truc. Mel Gibson, pendant toutes les 20 premières minutes du film, il joue un mec qui est censé avoir 20 ans, et en fait c'est risible, quoi, tu vois. T'as l'impression qu'il joue un gogol, enfin ça a du mal un peu, quoi, tu vois. Et je sais pas, et en fait, en le voyant, le making-of, là, en analysant, il y a quand même un côté, ah putain, c'est Braveheart, je comprends, tu sais, l'engouement qu'il y a derrière. Je pense que c'est un film qui a donné aux spectateurs vraiment des sensations de spectacle de cinéma, tu vois, vraiment. Et je comprends que maintenant que n'importe quel gros film un peu épique qui se passe à cette période-là est comparé à Braveheart, tu vois. Et parce que c'est un film qui est arrivé au moment où des films comme ça, il n'y en avait plus trop, quoi. En tout cas, il n'y en avait plus depuis un certain temps. Et du coup... je sais pas, on va parler de Mel Gibson après, quoi, tu vois, mais il y a dans ce film-là une radicalité qui me plaît, même si elle est clairement too much, tu vois, c'est beaucoup trop. Outlaw King, comme toi, Chris, j'aurais adoré voir ce film au cinéma.
Je crois que j'aime beaucoup le réalisateur parce que ses films précédents sont aussi super intéressants. David Mackenzie, il a réalisé La Comancheria et Les Poings contre les murs. Ces 2 films précédents qui sont vraiment 2 super films, je trouve, à plein de niveaux. Et avant, il a toute une carrière dans le ciné indépendant où tu sens qu'il est habitué à faire des films avec vraiment peu de thunes. Et là, il y a pareil, quelque chose de grandiose et d'assez caractéristique de cette espèce de côté gros film épique, tu vois. Et du coup, ça m'a assez plu, même si effectivement, il y a... tu sens la grosse machine et du coup, des fois, tu sens qu'elle... je sais pas, que ça tourne un peu à vide, quoi. Et en tout cas, j'ai trouvé pareil la deuxième partie un peu plus lente. Et je dois faire une confession sur Robert The Bruce. c'est que je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, j'ai regardé que la première moitié. Et mes collègues sont scandalisés de l'autre côté de la visio. Mais non, mais c'est surtout qu'on va te spoiler. Et non, mais c'est pas grave. En fait, je l'ai pas fini, mais je pense que c'est vraiment propre à moi, tu vois. Quelle indignité. On est sur le service public quand même. Ça va, on n'est pas payé, on n'est pas service public. Et merde, je fais les vignettes du podcast, moi. Hein. Et non, mais en fait, je l'ai trouvé. Je trouve vraiment que quand tu attaques le film, il y a vraiment un truc où tu te dis merde. Il y a des choses très intéressantes. Il y a notamment un rapport à la nature dans Robert The Bruce que je trouve super. Assez inattendu parce qu'en fait, tu vois, des 3 films, c'est celui qui est le moins tourné là où il devrait, entre guillemets, et c'est celui qui pourtant a le plus. Tu sais, tu ressens l'Écosse un peu quand tu le vois, tu vois, plus que les autres, je trouve. Et ça, c'est intéressant. Après, en termes de mise en scène, je l'ai trouvé assez peu inspiré. Et du coup, c'est un film qui a des images très belles, mais elles sont juste belles, quoi. Et du coup, c'est un peu l'edge. Et effectivement, je sais pas, il souffre un peu de la comparaison, clairement, avec les 2 autres, quoi. Mais aussi parce qu'il a été vendu, je pense. Tu vois Robert The Bruce avec sa grosse épée sur la jaquette, en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Oui, ça c'est clair, c'est mensonge. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est fait pour vendre, quoi. Ils auraient. Alors bon, en même temps, je comprends que c'est compliqué dans un film comme ça de le vendre différemment, tu vois. Mais là, vraiment, ils se sont dit, on fait l'imagerie Braveheart, mais à 200%, quoi. C'est-à-dire que t'as le mec avec les mecs avec le bleu sur la tête, tu vois, de la teinte bleue sur tous les trucs, le gars avec sa grosse épée, quoi. Et je trouve ça, c'est. Un film, faut le vendre, quoi. Mais du coup, effectivement, celui-là, il est vendu sur pas ce qu'il est vraiment, et c'est peut-être dommage parce que je pense que ça le dessert, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà un peu mon avis extrêmement long sur ces films, dont il y en a un que je n'ai vu qu'à moitié. Oui, c'est ça. Je suis rentré au pays pour moissonner la terre et, si Dieu le veut, fonder une famille. Tu veux que je me marie avec toi? C'est un peu soudain, mais d'accord. Et ça signe que tu demandes ma main? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je te veux pour épouse. En un pays d'une beauté intemporelle, William Wallace était un homme de paix. Je veux rester ici avec toi. Et moi avec toi. Tu dis vouloir te tenir à l'écart des troupes? Si je peux vivre en paix, je préfère. Mais ils attaquèrent son monde. Édouard Ier dit le sec est le roi le plus cruel qui soit jamais monté sur le trône d'Angleterre. L'Écosse. Mon Écosse. Et la femme qu'il aimait. Je veux un foyer, des enfants. Ça ne vaut rien si nous ne sommes pas libres. Il doit se résoudre à la guerre. Rentrez en Angleterre et dites-leur haut et fort. Dites-leur que les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Ne voulez-vous pas renoncer à tout pour une chance, juste une petite chance, de montrer à nos ennemis qu'ils peuvent nous ôter la vie, mais qu'ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Si nous vainquons, nous aurons ce que nul n'a connu avant nous. Une Écosse libre et unie. Mel Gibson, Sophie Marceau, Braveheart. En termes de tournage, puisque tu parles des images et tout ça, le Braveheart de Mel Gibson, il est tourné partiellement en Écosse, il est surtout tourné en Irlande. Il doit être à 2 tiers, 1 tiers en Irlande et en Écosse. Le Outlaw King est tourné en Écosse avec des sous écossais. C'est vraiment la tête de pont de l'industrie cinématographique écossaise.
Et Robert The Bruce, tu sens qu'il a été tapé. On aurait besoin d'avoir de la neige dans notre film, donc du coup, il faudrait qu'on aille tourner dans le Montana, quoi. Mais on a des plans de coupe avec des lieux emblématiques de l'Écosse sous la neige, du coup, où il y a un figurant qui se perd de temps en temps, qui sont Skye, du coup, il y a le Glencoe aussi qui apparaît à un moment. Donc voilà, donc des lieux qu'on a l'habitude de voir un peu partout à chaque fois que l'Écosse est représentée dans un film, quoi. Que ce soit même dans le Macbeth avec Fassbender, ouais, c'est ça, ou même Harry Potter, tu vois, dans les arrière-plans. Donc on a on a de l'Écosse un peu partout. Peut-être un petit mot sur les conditions de sortie aussi des 3 films qui sont quand même un peu différentes. Robert The Bruce a aussi l'effet pandémie dans la face, puisqu'il était censé sortir l'année dernière. Et pour les 2 autres, eh bien, en prenant un peu à reculons, on a Braveheart qui est sorti dans un contexte où l'Écosse s'est dotée d'un parlement à cette époque-là. Donc, il y avait une espèce d'engouement autour de l'indépendance écossaise qui commençait, qui était déjà existante, mais où on avait notamment des gens du parti indépendantiste écossais qui venaient démarcher les gens à la sortie de Braveheart pour leur demander d'adhérer au parti, tu vois. Donc du coup, on était vraiment dans cette espèce d'engouement on va vers l'indépendance de l'Écosse. Et Outlaw King est sorti un peu... Alors, il est sorti entre le référendum sur l'indépendance écossaise et le Brexit. Donc du coup, on a vraiment un peu ce truc on retrouve, suite au Brexit, l'Écosse a dit du coup, peut-être on va refaire un référendum pour peut-être se casser de ce truc-là et retourner en Union Européenne. Donc on se retrouve un peu avec ce truc, je pense, il y a un contexte politique autour des deux qui explique à la fois leur mise en route et leur succès, même si, bien évidemment, ça ne justifie pas non plus tout. Je pense que c'est intéressant à mettre un peu en parallèle. Puis Robert The Bruce, du coup, petite sortie un peu plus confidentielle, mais bon, il a quand même été en festival, donc du coup, voilà. J'ai envie de bien aimer ce film. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que c'est un film qui manque un peu de caractère, mais qui a quand même un peu de je sais pas, de passion derrière quand même. Ouais. Donc, du coup, c'est... Après, je pense que tu vois, Outlaw King, il est sorti sur Netflix, mais je pense que dans un truc normal, enfin tu vois, un mode de diffusion normal, donc sans la pandémie et tout ça, je pense que le dernier, Robert The Bruce, jamais on aurait eu une occasion de le voir en salle en France, par exemple. Ah non, ça c'est sûr. C'est vraiment un petit film, quoi. Avec, oui, non, oui. C'est plus ou moins un direct to DVD, non? Ouais, mais alors je sais pas vraiment si cette comparaison elle est encore viable, parce que quand on dit direct to DVD, on pense de suite à des films de Steven Seagal un peu pétés, tu sais, où il les enquille à la chaîne et enfin voilà quoi. Steven Seagal. On dit Mel Gibson, mec problématique, mais à côté de Steven Seagal, Mel Gibson, très gentil quoi. Non mais alors ça sera coupé, mais ça dénonce, hein. Ça dénonce. Ce podcast ne fait pas de cadeau, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Non mais tu vois, dans la notion de direct to DVD, il y a, je trouve un peu ce truc là de dire oui, c'est des espèces de nanars qu'on lance en DVD. En fait, les gens consomment plus trop de DVD, j'ai l'impression que tu vois maintenant. Tous les films en fait ont une espèce de certaines ils peuvent tous passer par la VOD, tu vois ce que je veux dire. En fait, n'importe quel film peut se foutre sur Amazon Prime et puis en tout cas sur Amazon, tu vois, et se vendre comme ça. Donc je pense que les cartes sont un peu rebattues dans ce sens-là, quoi. Typiquement, on parle de Netflix qui a un choix cinéma qui est quand même assez hasardeux. Des fois, t'as beaucoup de merde en fait sur Netflix. Mais je pense que ça vient du fait qu'avant, on n'avait pas accès à toute l'étendue du répertoire américain, par exemple, tu vois. Et en fait, maintenant, Netflix met un peu au même niveau la petite comédie un peu nulle, tu vois, et le film indépendant. Et du coup, tu vois, on voit plus de films, et en fait, on voit aussi plus de films de merde, quoi. Mais je pense que c'est juste statistique, quoi. Tout ça pour dire que Robert The Bruce, je pense que, ouais, c'est particulier, quoi, parce que c'est pas non plus un film fait... Enfin, je trouve il a du cœur quand même, quoi, tu vois. Il y a ce truc là. À chaque fois il y a une ironie parce que les gens maintenant savent qu'on parle d'un film que j'ai pas vu en entier, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour revenir un peu sur pour reprendre sur Robert The Bruce, on a la continuité entre Braveheart et Robert The Bruce qui est assurée par Angus MacFadyen, qui reprend vraiment du coup le rôle tel qu'il l'a laissé dans Braveheart, c'est-à-dire ce rôle de Robert The Bruce dépité parce qu'il est arrivé à Wallace et qui a du mal à s'en remettre en fait, et on va retrouver ça dans le film. Et de l'autre côté, il y a un autre lien qu'on peut faire avec un acteur
On a James Cosmo Mm. qui est au casting de Braveheart et au casting d'Outlaw King où il joue le père de Robert The Bruce. Du coup, pour la petite anecdote, c'est un peu marrant quand même de voir que lui, il est partout finalement. Hein, James Après, Cosmo. je pense que c'est absolument pas fait au hasard non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une volonté. Alors c'est rigolo parce qu'il ne joue pas le même personnage, contrairement à McFadden, quoi. Mais il y a une volonté peut-être d'une certaine manière de se placer sous le patronage, tu vois. De Braveheart, ouais. Avec l'idée, il joue quand même dans les deux cas une espèce de figure paternelle à laquelle le héros se raccroche un peu, quoi. Donc du coup, on a quand même un lien, si ce n'est réel, en tout cas un peu psychologique, quoi, sur le personnage. Vous pensez à la vengeance? Où est Robert? Où est ton époux? Je l'ignore. Cela déchire l'âme. Dis-moi où est ton frère? Non. Non. Mais ça peut aussi être une arme. Je ne fuirai plus et j'en ai assez de me cacher. Le pouvoir, c'est prendre des décisions. Et quels que soient vos choix, je serai à vos côtés. Mon époux. Nous devons réunir l'Écosse. Robert Bruce est un hors-la-loi. Quiconque l'hébergera, lui ou ses soldats, sera exécuté sur le champ. Le peuple a soif de justice. Je sais, Robert Bruce! Rejoignez-nous pour libérer nos terres! J'ai 50 hommes pour combattre l'armée la plus puissante du monde. Voilà ce que nous allons faire. Nous reprendrons nos terres château par château. Battez-vous pour Dieu. Pour le pays. Pour la famille. Peu m'importe. Tant que vous vous battez! Alors, si vous voulez regarder un peu tout ça de manière chronologique, il vous faudrait commencer par Braveheart, du coup. Aller grosso modo jusqu'à l'arrestation de William Wallace. À l'arrestation de William Wallace, vous coupez, vous mettez le début d'Outlaw King, vous le mettez à peu près jusqu'au moment où il va aller taper sur John Comyn. Là, vous choisissez votre version. Soit il y a la version Outlaw King, soit il y a la version Robert The Bruce où vous aurez Jared Harris et ses petites dents du bonheur. Donc c'est vous qui voyez. Et du coup, vous avez l'assassinat de John Comyn par Robert The Bruce. Vous enchaînez, vous revenez du coup sur Outlaw King. Vous continuez jusqu'au moment où il va aller se paumer jusqu'à la bataille des barques, je vais appeler ça, vous verrez si vous voyez le film à peu près où c'est. Là, vous passez sur Robert The Bruce en intégralité, sauf l'épilogue. À ce moment-là, vous remettez Outlaw King, vous le regardez jusqu'à la fin, sauf l'épilogue. Vous intercalez l'épilogue de Braveheart avec Bannock Burn, vous mettez l'épilogue de Robert The Bruce à la suite, et à la fin, vous mettez... non, pas de Robert The Bruce, de Outlaw King, et à la fin, vous terminez avec l'épilogue de Robert The Bruce. Ça fait un montage un peu compliqué. Si vous n'y voyez pas très clair, vous en faites pas. Edouard va éclairer vos lanternes avec un petit rapport historique sur la question. Allez, démerde-toi avec ça. Salut. Alors, je vais vous fixer grosso modo, rapidement, pour pas trop faire un tunnel historique. Voilà, le contexte, vous racontez un petit peu l'histoire historiquement, comment tout ça s'est passé. Alors, tout commence par la mort d'Alexandre III d'Écosse et la succession problématique sur le trône d'Écosse. Les lords écossais n'arrivent pas à s'entendre sur qui doit succéder à Alexandre III. Donc, ils décident de faire appel à leur puissant voisin anglais, Édouard I. Édouard dit Édouard Longchanks, Édouard aux longues jambes. Lui, y voyant une opportunité d'avoir une sorte de mainmise sur l'Écosse, il décide d'arbitrer tout cela et de nommer John Balliol, afin d'assurer la régence sur le trône d'Écosse. Le problème,
c'est que l'Écossais est querelleur. L'Écossais n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Vous êtes Franck Ferrand? Donc... Qui êtes-vous? Donc, John Balliol décide de se révolter contre la mainmise anglaise. Mais cette révolte est rapidement maîtrisée par le roi anglais et John Balliol est envoyé en prison. La révolte de John Balliol fait des émules et deux grands chefs écossais vont se révéler, qui sont Andrew Murray et William Wallace. Donc on va plus se focaliser sur William Wallace, vu que c'est le personnage qui nous intéresse. Donc William Wallace est le fils d'un propriétaire terrien des Lowlands. Jamais, d'ailleurs, important de citer, la guerre d'indépendance écossaise, elle se passe que dans les Lowlands. Les Highlands, en fait, ils arriveront que... Enfin, ils donneront des guerriers, mais les guerres ne se passeront jamais dans les Highlands. Donc c'est vraiment, on est en fait dans le sud de l'Écosse, à la frontière avec l'Angleterre. Ouais. Donc on peut oublier toutes les cartes postales des 3 films qui vont aller tourner dans le Glencoe, sur Sky, tout ça, vous oubliez, ça se passe dans des collines un peu plus plates. Hein. Exactement. Donc William Wallace va mener une guérilla envers les troupes anglaises pour se révolter. Et ce qui va notamment mener en 1297 à la bataille du pont de Stirling. Donc, rapidement, pour faire un petit point, oui, il y a un pont à Stirling, ça a été même un des points cruciaux dans la bataille de Stirling, et oui, effectivement, dans Braveheart, il n'y a pas de pont. Mais tout ça, nous n'allons pas en parler, car des gens l'ont fait mieux que nous. Il y a d'excellentes vidéos sur les stratégies des batailles qui sont décrites dans Braveheart. Que ce soit Stirling ou Falkirk ou des choses comme ça, il y a des gens qui font des vidéos de reconstitution de bataille avec des petits mouvements de troupes et tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Je vais essayer de retrouver le nom d'ici la fin de l'exposé d'Edouard. Et de façon assez générale aussi, des vidéos qui relatent les erreurs entre guillemets historiques de Braveheart, ou en tout cas les trucs dont on sait maintenant que historiquement ça s'est pas passé comme ça. Il y en a plein et nous c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Je pense qu'on va en parler plus tard. Je sais pas si vraiment Braveheart a une volonté d'être historique à 100% dès le départ, quoi. Donc voilà, Édouard, tu peux reprendre. Tout à fait. D'ailleurs, Édouard Ier, voyant que son armée s'est fait battre par une troupe en sous-nombre d'Écossais, il décide d'envoyer une seconde armée, ce qui va donner, comme l'a cité Christophe, en 1298 à la bataille de Falkirk. William a réussi à fuir, mais l'armée écossaise est détruite. Il est important de noter également que c'est après, donc quelques années plus tard, en 1303, que l'allié français, avec lequel John Balliol, dont on a parlé précédemment, avait signé ce que l'on appellera la Old Alliance. Voilà. John Balliol avait décidé de s'allier à la France afin de les aider à lutter tous les deux, à s'aider mutuellement contre l'ennemi anglais. Mais il y a aussi une part de l'histoire de William Wallace qui n'est pas du tout montrée dans les films, je pense, où il part, après s'être fait battre à cette bataille, il part plusieurs années en France, il y a tout un truc comme ça, en vrai, non, historiquement. Exactement, tout à fait. Je pense que c'est abordé métaphoriquement dans le film, moi pour ma part, avec la relation qu'il a avec le personnage de Sophie Marceau qui arrive dans le truc, alors que techniquement, historiquement, elle n'est pas censée être encore en Angleterre, justement, cette princesse française. Voilà, et elle est très jeune. Voilà. À toi, Édouard. Juste, alors, petit point sur cette alliance française où nous, les Français, on aime bien se dire que on a été aux côtés des Écossais, vous voyez, on a combattu avec eux. Clairement, cette alliance a plus servi aux Français et a soulagé le front français des attaques anglaises que le contraire. Il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont débarqué en Écosse pour aider William Wallace. William Wallace, du coup, donc après 1303 et la signature de la paix entre France et Angleterre,
peu à peu, du coup, Édouard va reprendre le contrôle et William Wallace va être trahi et capturé par les Anglais et être exécuté en 1305. Il est important de noter que quand même le geste de William Wallace n'a pas été anodin, car il a soulevé, il a fait des émules lui aussi, et notamment un nouveau leader va apparaître, Robert de Bruce. Robert de Bruce, c'est quand même la famille de Bruce. Au départ, on peut pas dire que c'était des, si on peut appeler ça, des patriotes écossais. Clairement, pendant la lutte, ils étaient plutôt du côté anglais et l'ennemi anglais, bon, ma foi, il ne leur déplaisait pas. Voilà, on n'est pas sur, voilà, rapidement un petit point, mais oui, Christophe. Ça peut se voir, je trouve, dans Outlooking, justement. L'anglophilie de Robert the Bruce, elle est matérialisée par un dialogue, notamment entre le personnage de James Cosmo, qui joue Robert the Bruce senior, et Robert the Bruce junior, qui est incarné par Chris Pine, qui du coup, il y a un petit dialogue juste avant que le senior passe l'arme à gauche, où ils expliquent qu'ils ont des bonnes relations avec le roi anglais, quand même, et que c'est notamment... je crois que ça explique un peu justement que le Robert the Bruce, il a eu une éducation anglaise. Mais je pense que ça se voit aussi dans Braveheart, dans le sens où le personnage, en tout cas, il est toujours présenté comme un... Alors c'est très shakespearien, je pense, de façon très assumée dans Braveheart, mais comme ce gars qui ne sait pas vraiment dans quel camp il est. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, on te met ce personnage... Enfin, jamais il est vraiment présenté comme une sorte de politique opportuniste, alors que j'aurais tendance à penser que est-ce que c'était pas un peu ça dans le... On peut le voir un peu comme ça parfois. Hein. Après, il est important de noter aussi que il faut pas se faire une idée de l'Écosse comme un royaume uni où il y a vraiment une entité écossaise unifiée. Parce que, par exemple, Robert de Bruce, s'il choisit également le camp anglais, c'est parce qu'il a des terres en Angleterre. Il n'a pas que des terres en Écosse, il en a aussi en Angleterre. Donc, en fait, il y a cette ambivalence. Et d'ailleurs, rapidement, au Moyen-Âge, il y a beaucoup de ça, en fait. On n'est pas sur une espèce d'unité dans son domaine. On peut avoir des terres en Bretagne, comme en Franche-Comté, etc. Enfin, voilà. On n'est pas dans des départements, quoi. Oui, la notion de pays, comme on l'a maintenant, avec des frontières établies, en fait, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, quoi. Ou en tout cas, qui n'est pas encore mis en place, quoi. L'État-nation n'existe pas vraiment, en fait. Exactement. Il va falloir attendre un peu de normer tout ça. Ça va arriver un peu... Chez nous, ça arrive à peu près à cette période-là avec Philippe le Bel, mais c'est vraiment les prémices des grands royaumes. Exactement. Robert de Bruce décide de se soulever. Pendant cette période, du coup, ça va être aussi l'assassinat de John Comyn, pardon. Voilà. Donc voilà, il va continuer sa lutte et il va se faire couronner en 1306 à Scone. Alors voilà, ça s'écrit comme le gâteau, on est d'accord? Comme un scone, hein. Bien, bon appétit. Et là, il y a un truc intéressant qui est repris par Outlooking sur le couronnement, c'est qu'il est couronné par une femme ce qui n'arrive pas normalement. Et tout simplement parce que c'est la dernière descendante du côté John Balliol et compagnie, en fait. Donc du coup, il y a vraiment une espèce de... pas John Balliol, mais Alexandre III. En gros, c'est la cousine la plus proche d'un point de vue du lignage qui le couronne. Dans le film, c'est matérialisé par le fait que c'est sa femme qui le couronne, je crois. Et mais voilà, il a vraiment été couronné par une femme, pas celle-là, mais il y a cette histoire-là, quoi. Bien sûr, les Anglais ne tardèrent pas à répliquer. Et pendant 8 ans, du coup, Robert de Bruce va lutter contre l'ennemi. En 1307, Édouard Ier meurt et son successeur, Édouard II, va prendre le relais, mais n'aura pas, on va dire, si on peut dire, le génie stratégique et politique de son père. Et parce que son père qui était...
face à des luttes internes aussi en Angleterre. Il y a tout un truc politique assez complexe et assez bordélique. Enfin, c'est marrant parce que dans les films, ces personnages-là qui sont du coup les antagonistes ont plutôt tendance à être traités de façon de base un peu caricaturale et puis au mieux un peu poussée, mais comme étant des frappadingues un peu vénères, quoi. Dans la réalité, c'est rigolo parce que quand tu regardes leur bio, ne serait-ce que sur Wikipédia, t'as de quoi faire 10 films avec leur vie, quoi. C'est ça. Et ce qu'on peut préciser, c'est que Édouard Ier, il est quand même surnommé le marteau des Écossais, quoi. Donc voilà. Hammer of the Scots, tu vois. Ce qui marque bien, oui, effectivement, sa lutte contre l'Écosse rebelle. Et en 1314, sur les plaines de Bannockburn, les Écossais vont vaincre l'armée anglaise, et ce qui va marquer, et Bannockburn va être la bataille symbole de cette indépendance écossaise. Toujours pour revenir sur le comparatif avec le film, en fait, cette bataille de Bannockburn, elle est présentée très rapidement à la fin de Braveheart. Le discours est plus important que la bataille, donc on a vraiment juste la charge et ça se termine là-dessus. La stratégie qui a été appliquée à Bannockburn, en fait, elle est visible dans la bataille de Lough-O'Neill, qui est présentée dans Robert the Bruce, en fait. Ils ont décalé, en fait, en termes de film, la stratégie qui a été utilisée sur cette bataille sur une autre, en fait, pour des raisons, je pense, déjà de base un peu esthétique, un peu comme l'histoire de la bataille du pont dans Braveheart. Mais voilà, c'est intéressant de se dire que visuellement, ce à quoi aurait dû ressembler Bannockburn est à la fin de Outlaw King. Je pense que c'est pas complètement anodin. Et voilà, juste pour finir, cette indépendance acquise, elle va tenir jusqu'en 1707, lorsque les royaumes d'Écosse et d'Angleterre vont être réunis pour former le royaume de Grande-Bretagne. Ce qui va amener tout un tas d'autres problèmes, mais qui sont quand même mentionnés à la fin de Outlaw King par les cartons de fin, puisqu'on termine sur les histoires de Culloden et compagnie, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout à fait. D'ailleurs, je sais pas, la bataille de Bannockburn, est-ce qu'elle est citée dans Outlaw King ou dans... Je me souviens plus si elle est citée dans les cartons. Dans Robert the Bruce, elle est citée, mais ce qui est marrant, c'est que dans Robert the Bruce, le final à propos de Bannockburn est pas du tout celui qu'on pourrait attendre du film. On pourrait s'attendre à être dans la continuité de Braveheart, c'est-à-dire de parler de ce soulèvement, de cette résistance à l'envahisseur et tout ça, de cette charge héroïque et tout ça. Et en fait, non, le film nous amène sur complètement autre chose. L'épilogue du film, c'est sur la mère qu'on voit pendant tout le film. Il y a un de ces gamins qui est mort à Bannockburn, donc du coup, elle est sur sa tombe, en fait. Donc on n'est pas du tout dans la même mémoire de cet événement à la fin de Robert the Bruce. Robert Bruce, you want the one thing you cannot have. To be William Wallace. To be loved as he was. And that is why you will not become king of Scotland. Un petit mot peut-être, on va parler, du coup de cette présentation historique, je vais passer la parole à Pierre sur tout ce qui est peut-être ombre de William Wallace et de Braveheart sur les deux autres films peut-être. Oui, comme on l'a dit, en fait, ces deux films-là, on pourrait les qualifier de suites, c'est des suites peut-être plus dans l'esprit qu'en vrai, parce qu'aucun des deux n'est officiellement une suite, mais néanmoins, le succès de Braveheart a été tel que Robert the Bruce, du coup, le petit film s'enfonce complètement dans ça, et même son point de départ, c'est de reprendre un des acteurs du film original et d'en faire le héros de son propre film. Donc ça, c'est un postulat assez intéressant qu'on voit assez peu au cinéma, je trouve, et c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis il y a même la première scène où il se bat avec John Comyn. Il y a une espèce de, on sait pas trop, il y a un truc un peu méta entre parce que John Comyn l'accuse de vouloir reprendre Wallace à son propre compte comme un opportuniste et tout ça. Et derrière, on sent que le sous-texte, c'est peut-être un peu, t'essayes de reprendre le Braveheart tu vois, il y a un truc, le personnage le film Braveheart et le personnage de Wallace se mêlent un peu dans le dialogue en termes d'héritage dont Robert the Bruce se revendique en tant que film et en tant que personnage dans l'introduction.
Je te laisse la parole. Et sur Outlooking, donc du coup le film de David Mackenzie, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on sent au départ une volonté de dire non, nous on pose le truc à plat, on s'inspire pas forcément de Braveheart, on va faire l'histoire telle qu'elle était, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, alors ça c'est intéressant, c'est 1 mois ou 2 mois avant la sortie du film, il a été présenté en avant-première au Festival de Toronto. Et le film était assez long, alors je sais pas quelle durée il fait maintenant, mais il était plus long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la diffusion... Aujourd'hui, il fait 2 heures. Pile. Alors je crois qu'il faisait un truc comme, tu vois, 2h30. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la diffusion, en fait, David Mackenzie a vu qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'en termes de rythmique, il y avait quelque chose qui marchait pas. Et donc il est reparti aussitôt en salle de montage, et... il a fait ce truc courageux, je trouve, de cinéaste, mais qui doit être un crève-cœur, quoi. Mais c'est qu'il s'est dit, bon, en fait, mon film, ça marche pas, il faut que je dégage 20 minutes, quoi, parce que c'est trop chiant. Et du coup, il a choisi de dégager diverses parties. Quand on voit la bande-annonce du film, c'est marrant, parce qu'il y a des trucs dans la bande-annonce qu'il n'y a pas forcément dans le film. Et il a enlevé, notamment, de Outlooking, William Wallace, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait notamment une scène de rencontre entre... un acteur qui jouait William Wallace, qui a été enlevé du film, et du coup c'est assez intéressant, parce que ce postulat fait que quand tu regardes Outlooking et que tu sais que Braveheart existe, tu sais qu'on est dans la continuité de cette histoire là, et en fait à un moment il y a une scène du film qui est assez marquante où il y a le cadavre de William Wallace qui a été écartelé et qui est affiché dans diverses villes de l'Écosse pour bien montrer aux Écossais qu'il faut arrêter de se rebeller, et donc le roi Robert the Bruce est témoin de ce truc-là. Du coup, c'est comme tu n'as pas, en tant que spectateur, de représentation du William Wallace de Outlooking, la représentation visuelle que tu as instantanément, c'est Mel Gibson, en fait, et de Braveheart. Et du coup, ce truc-là est intéressant parce que tu te dis, ah putain, il est pas con, David Mackenzie, c'est-à-dire qu'il a pris l'imagerie de Braveheart, il s'en sert comme échafaudage, et en même temps tout le long du film te dit non, nous on n'est pas Braveheart, on ne l'est pas trop, mais en fait il y a plein de choses dans le film qui incessamment te rappellent Braveheart, c'est-à-dire qu'on va te renvoyer à William Wallace, mais même s'il n'est pas là, on utilise quand même son image parce qu'on sait qu'il y a un film qui a eu du succès, on va te montrer différentes symboliques très écossaises comme le chardon qui revient, qui est déjà un truc qu'il y avait dans Braveheart, enfin il y a plein de choses comme ça qui... je sais pas, qui place Outlooking un peu comme une sorte de petit filou, quoi, qui dit non, on n'est pas dans la continuité, et en même temps tu sens qu'il est bâti en creux sur Braveheart, quoi. Il y a ce truc là assez intéressant, quoi. Le roi très méchant de Braveheart, du coup ici il est aussi incarné, et du coup on nous montre Steven Dillon qui joue aussi Edward Longshanks, il le joue dans la continuité, je pense, un peu, tu vois, très brut et très assez odieux et impitoyable, quoi, tu vois, et tu retrouves quand même un archétype de personnage un peu. Stephen Dillon, il est un peu dans une double continuité, je pense. Il est dans la double de continuité Stannis Baratheon de Game of Thrones et Edward Longshanks tel qu'il est joué dans Braveheart, je pense. Même si je trouve qu'il est un poil plus nuancé que celui de Braveheart quand même, dans son interprétation, notamment sur le début du film. Superbe ouverture de film d'ailleurs, ouais. Le plan séquence de démarrage est ouf. Moi franchement le film il m'a vendu du rêve à ce moment là, et je pense que c'est pour ça que derrière j'ai ressenti un truc qui se dégonflait un peu pendant tout le reste du film. La première séquence elle est juste géniale, et du coup je trouve que là il y a de la nuance. Tu commences justement sur un mec un peu plus doux que ce qu'on t'avait imposé, et je pense que là il est un peu dans le contre-pied justement en essayant de dire on n'est pas Braveheart. Oui, non, je vois que tu parlais de Game of Thrones. Est-ce que on est d'accord? Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais que le Edward Longshanks de Braveheart rappelle beaucoup le Tywin Lannister de Game of Thrones. Oui, il y a des ponts que tu peux faire, je pense, sur l'histoire, cette histoire-là, et tout le démarrage de toute façon de l'histoire du Trône de Fer, que ce soit dans sa version papier ou sa version télévisuelle. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, mais dans Outlooking, du coup aussi, je me suis demandé à quel point c'était... Est-ce que Game of Thrones n'avait pas une empreinte sur ce film-là, quand il y a tu sais, il y a cette espèce de dîner où il y a où il y a les 2 cygnes qui sont crevés dans les mains de Édouard II, là. Et il lui dit tu peux prendre la bannière au dragon et aller niquer la gueule aux Écossais, et ils sortent cette bannière pseudo-galloise très targaryenne, noire, avec le dragon rouge dessus,
Et le mec, il dit « La bannière au dragon est sortie, c'est la fin de la chevalerie !» Et t'es là « Quoi ?» Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu méta à ce moment-là. Je me suis dit « Waouh, mais il y a un truc un peu étrange. » Alors après, c'est basé sur des faits historiques, mais je me suis dit « Ouais, il y a peut-être ne serait-ce que là, un état d'esprit aussi qui est dans la continuité du trône de fer, de dire quand on fait du Moyen-Âge, on fait du Moyen-Âge où il n'y a plus de code d'honneur, ça se trahit, c'est crade, tu vois, donc vraiment, mais bon, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus à l'avenir, mais voilà quoi, ça m'a marqué aussi à ce niveau-là. Après, ce qui est marrant, c'est que dans Outlooking, il y a quand même cette volonté de s'appuyer sur de l'historique à plusieurs moments de façon assez intéressante, même si c'est un peu déstabilisant, je trouve, pour le spectateur, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une cérémonie de mariage. Et du coup, tu vois, t'as vraiment ce truc-là où on va te présenter la cérémonie a priori telle qu'elle était à l'époque. Et du coup, en fait, le spectateur est juste témoin de ça. Il n'y a pas vraiment de dialogue ou autre, mais tu vois, les époux sont allongés par terre avec une espèce de drap qui les recouvre. Et du coup, en fait, quand t'es spectateur, tu te dis juste waouh, je comprends pas comment elle est foutue cette cérémonie, mais ça fait sérieux, tu vois. Et je pense qu'elle est en partie basée sur du truc historique. Et l'idée des 2 signes là que le fils du roi anglais prend dans ses mains et fait et ce truc là et de la bannière au dragon, c'est aussi des trucs historiques qui existent, mais ce qui est marrant c'est qu'effectivement quoi, peut-être que le fait qu'il y ait Game of Thrones a appuyé dans le sens où ils se sont dit attends, on va appuyer sur ça parce que c'est je pense que tu sais il y avait une volonté chez Outlooking de dire regardez, nous on fait quand même un film historique un peu, et du coup on va vous montrer des trucs de l'époque que vous connaissez pas et du coup qui vont vous paraître un peu étranges et qui du coup servent à créer une sorte d'univers et d'imaginaire en fait basé en partie sur du réel. Je trouve ça assez intéressant quoi. Alors que le Braveheart de Mel Gibson, pour y revenir, lui pour le coup il est vraiment basé beaucoup plus sur des archétypes de péplum un petit peu, moi j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en avez pensé sur ce méchant roi anglais vraiment très très méchant. Enfin ils sont tous un peu, ils ont tous les personnages antagonistes, ils ont tous, mais même le personnage principal, hein, ils ont tous une caractéristique quoi, tu vois. Le William Wallace, c'est la vengeance. Enfin, tu vois, ils ont tous un peu un truc comme ça. Ouais, et puis au-delà du péplum de Spartacus et tout ça, je pense qu'il y a un côté biblique revendiqué dans Braveheart, mais revendiqué même par le scénariste, je veux dire. C'était avant l'arrivée de Mel Gibson, donc pour le coup, Mel Gibson va lui donner toute cette mise en scène très christique et tout ça dans la manière dont c'est fait. Mais le scénariste de Braveheart dit « Ah, j'ai entendu parler, moi je m'appelle, je sais plus... » Il s'appelle Randall Wallace, non ? Il s'appelle Wallace, et du coup, un jour j'ai été en Écosse, j'ai vu ce mec et je me suis dit que je devais peut-être avoir un rapport avec lui. Donc je me suis renseigné vite fait sur lui, j'ai lu 3 lignes quoi, et j'ai décidé d'écrire mon scénar. Et comme j'avais pas envie de m'embarrasser de la cohérence historique, je me suis basé sur ce que je connaissais le mieux, la Bible. Donc du coup t'es là, ok, donc il y a vraiment cette volonté de faire un récit biblique, et effectivement je pense que le jour où il est arrivé en face de Mel Gibson il a dit oui, j'achète. C'est le moment où on fait un petit peu un point Mel Gibson. Oui. Faites le point Mel Gibson. Non mais en fait il y a ce truc assez intéressant, c'est que Mel Gibson, c'est vraiment, il y a que lui qui a cette espèce de trajectoire hollywoodienne très étrange alors il est américain quand même à la base, mais du coup en fait il a fait toute sa jeunesse en Australie, et du coup il est révélé par des films du coup australiens, c'est-à-dire en premier lieu t'as Mad Max, alors en tant qu'acteur, hein, t'as Mad Max de George Miller et les films de Peter Weir, Gallipoli et L'année de tous les dangers quoi, et il devient d'un seul coup cette espèce de superstar hollywoodienne en tant qu'acteur, tu vois, où des films se montent sur lui, genre L'Arme Fatale et autres. Et en fait c'est un acteur très particulier parce que déjà il a un espèce de truc super animal dans son jeu et dans sa volonté, je sais pas, tu perçois un truc un peu sur la brèche, et en fait ça va un peu se confirmer, et en fait du coup c'est compliqué, je pense que moi en tout cas j'ai eu ce truc là tu sais, on est beaucoup dans ces débats actuellement de l'homme, l'artiste, tu vois, doit-on séparer ou quoi. Alors moi je pense qu'il faut absolument pas séparer, mais du coup c'est compliqué je trouve d'avoir un point de vue sur Mel Gibson parce que tu sais, c'est genre, tu vois, il est d'une famille ultra catholique, son père était plus ou moins pasteur, il a 10 gamins, tu sens qu'il s'est vraiment... Il se fait arrêter par les flics, il les traite de sales juifs, enfin bon... c'est ça, ouais, non, c'est ça. C'est Mel Gibson qui a 10 gamins ou c'est son père ? Ah oui, mais je crois que Mel Gibson, il a 10 gamins, alors ils sont, tu sais, chrétiens, mais genre chrétiens, je sais plus exactement quel est le nom du truc, mais... jusqu'au boutiste un peu, mais je pense que les chrétiens normaux disent ils en font beaucoup quand même, tu vois. Bon alors entre parenthèses, hein, tout ça là pour le coup on est vraiment dans du dialogue de comptoir un peu quoi.
Et du coup, tu vois, tu sens que c'est un gars qui, pour le coup, il a des troubles bipolaires, donc tu te dis, c'est chaud pour toi, mon gars, et tu vois, courage. Il a des gros problèmes d'alcoolisme, et tu dis, c'est chaud pour toi, mon gars, courage. Le problème, c'est que quand tu le laisses faire, il est très raciste et très antisémite, et du coup, tu dis, non, c'est pas possible, ça, tu vois. Et du coup, il a été blacklisté en partie par Hollywood à une période, et pourtant, maintenant, il revient un peu. Du coup, je sais pas, c'est une espèce de carrière super étrange. Et puis avec la volonté aussi d'envoyer un peu chier les gens, c'est-à-dire que je fais Braveheart, la suite logique ce serait de devenir un espèce de Ridley Scott, tu vois, quelque part. C'est ça, ouais. T'as fait Braveheart et non, le mec il va aller tourner Apocalypto avec des mecs qui n'ont jamais joué devant une caméra, tu vois. Donc du coup, il y a un truc un peu, il est pas non plus. En fait, Mel Gibson a ce truc-là en tant que réalisateur, et je pense que, tu vois, là c'est très important quand on dit séparer l'œuvre, tu vois, l'homme de l'artiste, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, parce que quand tu regardes l'œuvre de Mel Gibson, tu vois, en fait, il n'y a que lui qui peut faire ces trucs-là de par son passif et de par qui il est personnellement, quoi. C'est-à-dire que quand tu regardes, alors son premier film n'est pas super intéressant, et je crois que même lui, dans le making-of de Braveheart, il en parle comme étant, tu sens qu'il a appris la technique un peu là-dessus, mais que c'est pas non plus un truc c'est pas non plus une réussite totale de son point de vue. Son premier film qui s'appelle L'homme sans visage, et par contre après il arrive un peu par hasard sur Braveheart et il se retrouve acteur et réalisateur, et du coup il décide de donner, tu vois, de donner un peu tu sens un peu ces espèces de, je sais pas comment on dit, ces névroses dans le film, et du coup Braveheart c'est un film ultra christique en fait, tu sens que lui ce qu'il veut faire de base c'est de la mythologie, quoi. On peut retrouver quand même aussi ces trucs christiques et très catholiques. C'est dans Tu ne tueras point, qui là par contre vraiment... Dans sa trajectoire, en fait, je pense, cinématographique, c'est intéressant parce que Braveheart, il y a quand même, à la fin, je pense, 20 minutes de scène de torture, tu vois, où le personnage, clairement, la comparaison avec Jésus, et tu vois, elle est ultra évidente, et du coup, le film que va faire Mel Gibson après, c'est La Passion du Christ, que personne ne veut financer, qui décide de financer lui-même avec sa boîte de production, et du coup je pense que maintenant il est multimillionnaire grâce à ça, parce que c'est un film qui a fait énormément polémique, mais comme tous les films un peu, j'ai l'impression, sur Jésus qui sont sortis, parce que la Passion du Christ de Scorsese avait eu un peu le même truc, tu vois, à l'époque. Et en fait, la suite, et tu vois, mais qui décide de tourner, c'est pareil, avec un truc très radical on va tourner en araméen de l'époque. Alors, même si c'est pas vraiment l'araméen de l'époque, t'as toujours un truc comme ça chez Mel Gibson qui est dans une espèce de radicalité. Apocalypto, c'est acteur non professionnel, tu vois, on parle dans un langage maya de l'époque. Tu ne tueras point, c'est l'histoire d'un mec qui est tellement catholique qu'il refuse de porter une arme alors qu'il est soldat. Enfin, t'as vraiment... je pense une espèce de radicalité absolue chez Mel Gibson qui, sans la juger d'un point de vue moral, parce que du coup c'est compliqué, tu vois, je sais pas comment est Mel Gibson dans la vie, il a l'air... c'est compliqué, non mais tu vois, et puis en fait effectivement c'est un mec qui à notre époque est extrêmement problématique, tu vois, et il faut avoir un regard là-dessus, et en même temps je trouve que son œuvre artistique elle est ultra dépendante de ça, quoi. Donc je sais pas, il y a un espèce de mix d'entre deux qui est un peu particulier, quoi. On rappelle le nom de la boîte de prod de Mel Gibson? Oui, c'est Icon Pictures, du coup. Voilà, avec une petite peinture. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que c'est un bout d'icône de la Vierge Marie, il me semble, le logo, ça. quoi. C'est ça. Et de façon générale, tu vois, c'est intéressant. Je me suis posé la question, moi, dans Braveheart, tu vois, le personnage de Robert The Bruce, qui est tout le temps la dualité du personnage, tu sais, vis-à-vis de l'Angleterre, comment tu te positionnes, est-ce que tu es écossais, est-ce que tu es anglais. Dans Braveheart, ils ont choisi d'en faire un truc vraiment d'un gars qui est sous la coupe de son père, qui est lépreux, alors qu'il y a un truc pas du tout historiquement réel, tu vois, et de donner un côté très shakespearien. Et je me suis dit à un moment, moi, mais est-ce que c'est pas... Alors c'est pareil, psychologie de comptoir, hein, tu vois, à prendre avec des pincettes, quoi, mais bon, c'est ce podcast un petit peu, tu vois, c'est comme si on était avec des copains, des bières, en train de parler de films dans un bar. Est-ce que je me dis, est-ce que c'est pas un rapport de Mel Gibson avec sa vraie histoire, parce que du coup le père de Mel Gibson s'est barré en Australie parce qu'il a eu des problèmes avec le fisc, et en même temps c'est un pasteur ultra évangéliste qui tu vois, qui vraiment a eu des propos également antisémites et tout ce que tu veux. Et en recherchant pour la préparation, là, je me suis dit, mais peut-être que Mel Gibson a un peu ce truc-là de relation conflictuelle avec son père. Alors j'ai regardé, j'ai cherché, et non. Je suis gêné. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, bon d'accord.
Sur ces trucs très shakespeariens, je trouve que Braveheart s'assume totalement dans son espèce de milieu où il va aller dégonder, même quand il va dégonder à cheval un mec avec un boulet dans sa chambre. Je sais pas, même si t'as pas ça dans Hamlet non plus, tu vois, mais ça me renvoie vraiment à des trucs type Macbeth et compagnie, tu vois. Il y a des choses dans ce genre-là, mais une fois de plus qui illustre un peu la radicalité du personnage. Il y a un côté quand même un peu dans Braveheart, les méchants ils sont moches et les gentils ils sont beaux, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Ils sont caractérisés, tu vois, leur malveillance est visible, tu vois. C'est quand même ça aussi, c'est dans le cinéma de l'époque, c'est quand même aussi très très courant, moi je trouve. Enfin, les moches ils sont méchants, les gentils ils sont beaux. Et, et puis, juste pour reprendre sur le truc shakespearien, c'est aussi un truc qui, dans le cinéma anglo-saxon, je parle américain et anglais surtout, le Shakespeare, c'est quand même, on a l'impression, presque le premier, enfin, le storyteller, quoi. Vraiment le... Et on peut retrouver, enfin, régulièrement, il y a des filiations avec ça, et c'est permanent, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être vous qui créez des histoires, qui êtes des créatifs. Est-ce qu'en France, on a un personnage dans lequel on se réfère tout le temps? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en France, du coup, tu vois, on a cette figure de Molière, tu vois, qui, comme Shakespeare, est un peu, tu vois, je sais pas comment on dit, le pinacle du truc et tout ça, mais j'ai l'impression que peut-être on s'y réfère un peu moins dans la création de tous les jours par rapport à Shakespeare, quoi, tu vois, mais parce que ça touche peut-être pas les mêmes domaines, quoi. Parce que Molière, il a pas écrit des épopées historiques aussi, hein. Shakespeare, il a regardé toute l'histoire anglaise et il a écrit des pièces là-dessus, en fait, alors que Molière, il est plus dans la comédie, on va dire, c'est plus l'ancêtre du théâtre de boulevard presque, tu vois, que l'ancêtre de, je sais pas moi, on en parlait dans le podcast sur Edmond, mais que l'ancêtre de Cyrano, tu vois, presque, tu vois. Cyrano a peut-être plus le même rôle que Shakespeare, tu vois. Après, il y a cette volonté peut-être chez Molière aussi de caricaturer et par l'humour de faire remonter un petit peu l'aspect sociétal et de, tu vois, pour le peuple, moquons-nous un peu des nobles et pour les nobles, moquons-nous un peu du peuple. Peut-être que du coup, dans ça, il y a peut-être un... Alors, je sais pas, là c'est pareil, hein, tu vois, les sociologues en sueur par rapport à nos propos, mais de dire, tu vois, l'ADN d'une certaine image du cinéma français qui est d'être un cinéma très social, peut-être qu'elle est un peu là-dedans aussi, tu vois. Donc ça, je sais, tu vois, je serais pas trop, comment me positionner, quoi. Mais nous, je pense que si on devait avoir un truc qui fait un peu office de pierre angulaire en termes de littérature et de cinéma, même si pour le coup ça n'a jamais été adapté au cinéma en France, c'est Les Rois Maudits, en fait. Si on devait citer une épopée française, on va dire historique, moi je vois, il n'y a que ça qui me vienne à l'esprit. Et d'un autre côté, le Braveheart de Mel Gibson, moi il me renvoie à un autre personnage. Leur roi Wallace à eux, c'est notre Jeanne d'Arc à nous, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, donc du coup il y a quand même ça aussi, quoi. De façon assez évidente, c'est vrai que la comparaison elle se fait. Après c'est marrant parce que Edouard, tu parlais du fait que les méchants sont vraiment très archétypaux. Moi je trouve que les gentils sont aussi très archétypaux dans Braveheart, c'est-à-dire que à part les 20 premières minutes du film, mais qui servent un peu d'intro, tu vois, il y a un peu... c'est un film qui est très marqué par son époque et peut-être par l'époque avant son époque aussi. Je trouve qu'il fait très années 80 dans dans les costumes, tu vois, dans beaucoup de choses, mais le moment où le personnage de William Wallace, tu vois, il y a un peu de la nuance, et encore il n'y en a pas tellement. C'est au début quand il a son histoire d'amour avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais du coup qui est un personnage ultra fonction, tu vois, et qu'on pourrait, tu vois, sa nana qui va être attaquée et violée par les Anglais, et puis du coup ce qui va le pousser lui à devenir, je le mets entre guillemets, mais en fait c'est vraiment ça, l'esprit de la vengeance, quoi, tu vois. Et du coup t'as ce côté, ok, le roi anglais il est impitoyable. Le William Wallace énervé, c'est la vengeance. Et tu vois, et bon, ça a des limites aussi, quoi. Genre, le fils du roi anglais, il est homosexuel et donc il est faible, tu vois. Là aussi, t'as tout le panel Mel Gibson qui est un peu compliqué à analyser, tu vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que William Wallace aussi n'est le protagoniste principal de l'histoire qu'au début. C'est juste un glissement de perception, en fait, qui va passer sur
d'un côté Robert the Bruce, et puis en fait le personnage n'est pas vu qu'à travers les yeux du personnage principal. Du coup il est aussi vu par ses antagonistes, par ses alliés, par les gens, voilà. Donc on a une poignée de personnages qui gravitent autour, mais de loin, du coup, qui sont Edward Longshanks, qui sont Isabelle de France, et qui sont du coup Robert the Bruce. Mais pour les autres, moi ce que j'avais noté sur cet effet de bande, c'était que surtout le personnage est très seul dans Braveheart, et tous ses copains par contre, ne servent qu'à mettre en valeur sa grandeur un peu. Donc il y a un peu un côté... faire valoir. Il y a un côté faire valoir qui je pense fait que je n'ai pas une accroche de ouf avec le film aussi. Parce que je trouve que Outlaw King réussit plus cet effet bande de personnages qui tu sens ont une vie à côté. Tu vois, je trouve ils existent dans d'autres petites scénettes où Wallace ou Robert the Bruce n'est pas. Alors que les personnages qui gravitent autour de Wallace dans Braveheart, qui sont son cercle proche, n'existent dans que dans des scènes où ils interagissent avec le héros, tu vois. Donc du coup, c'est des choses, en termes d'écriture, c'est des choses très différentes. Et je me retrouve plus même dans Robert the Bruce qui fait plus ça que dans Braveheart. Mais dans Braveheart, c'est même d'un point de vue du visuel, je pense. Que t'as vraiment une brisure dans le partir du moment où il décide de se venger de tout le monde, tu sais, et tu le vois avec ses peintures bleues sur la gueule, tu sais, foncer au ralenti sur son cheval avec du feu derrière et tout. Et en fait, t'as vraiment cette plongée ultra radicale d'un personnage qui petit à petit se désincarne, quoi, tu vois. Et je pense que c'est voulu par Gibson, ça aussi, que le mec devienne petit à petit une image de lui-même et un symbole, quoi. C'est peut-être une volonté, ça. Alors que dans Outlaw King, tout du long, il y a une envie de te montrer un personnage qui est très humain, peut-être. Est-ce que, finalement, dans Braveheart, William Wallace, c'est pas l'homme providentiel, alors que Robert the Bruce, finalement, c'est pas... on va dire, presque... Il est amené par l'histoire, qu'à prendre la tête de la rébellion. Dans les deux films qui traitent de Robert the Bruce, du coup, on a la sensation qu'il n'est pas le héros de sa propre histoire, presque, tu vois, que... je me demande si à Outlaw King, plutôt qu'à un moment où Chris Pine il serait flamboyant, tu vas pas plus retenir le truc de... comment il s'appelle ? De Kick-Ass, qui va taper des gens dans une église, tu vois. Aaron Taylor Douglas. Aaron, voilà, c'est ça. Ce personnage-là, finalement, cette scène-là, elle va peut-être être plus marquante que d'autres scènes avec Chris Pine. Donc il y a un effet un peu... Et du coup, Robert the Bruce fait ça de manière encore plus poussée, de fantôme un peu, tu vois. Il traverse un petit peu son film. Y a pas de, j'ai pas souvenir, tu vois, même j'ai pas souvenir de grands discours ou de machin. Le mec il se montre pas. Alors moi c'est peut-être mon point de vue, mais je trouve pas Chris Pine d'un charisme ouf non plus. Donc du coup je trouve qu'il y a un choix qui est fait aussi de mettre un acteur qui est un peu en retrait de lui-même, tu vois, par moment. Et Robert the Bruce fait ça aussi dans un certain sens, puisque à la fin le personnage tel qu'il est incarné par Angus MacFadyen se fait même voler ce qui pourrait être le discours de fin, quoi. Il dit à un de ses hommes, non mais toi fais-le, ils t'écouteront mieux que moi, quoi, tu vois. Donc du coup il y a un truc un peu, tu vois, le personnage vraiment a besoin de se réconcilier avec son peuple et au point de s'effacer, et tu vas avoir ça aussi avec Outlaw King. Et il a l'air vachement bien ce film, c'est con que je l'ai pas fini, quoi. Alors je repense à ça, mais dans tous les films, il y a des symboles. Alors, on a dû parler du symbole du chardon, qui est dans à peu près tous les films, non ? Peut-être pas dans Robert the Bruce. Je sais pas s'il est dans Robert the Bruce, non, ils ont peut-être évité non, ça. il n'y est pas, le symbole du chardon dans Robert the Bruce. Est-ce que, Edouard, tu connais l'histoire du chardon, toi, ou pas ? Alors, je ne sais pas quand est-ce que le chardon a été adopté en tant que symbole, mais je sais pourquoi il a été adopté. Ah bah vas-y alors. Alors, le chardon... pour l'Écosse a été adopté car la légende dit que au moment des invasions vikings, les vikings ont voulu attaquer de nuit. Malheureusement, ils connaissaient mal le terrain et un des vikings aurait marché, ou en tout cas aurait touché un chardon, aurait hurlé, qui aurait réveillé tout le village écossais, tous les soldats écossais, et les soldats écossais auraient repoussé cette invasion viking grâce à cette fleur sauvage. Mais quelle magnifique petite historiette. Vous êtes Franck Ferrand ? Salaud.
Après, c'est intéressant de voir, là aussi, tu as une construction en creux de Outlaw King par rapport à Braveheart. C'est que dans Braveheart, il y a une volonté très claire de mettre en fait à l'image un peu tout le symbole de l'Écosse. C'est pour ça que les personnages ont des kilts, alors qu'on sait que, tu vois, bon, ça on l'a dit et redit, historiquement c'était pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des cornemuses, et même il y a un truc un peu chelou dans le film où ils disent, oh là là, les Anglais veulent pas qu'on joue de la cornemuse, c'est péché. Ça arrivera au XVIIIe siècle, mais... Ouais. Et il y a du coup cette volonté en tant que scénariste, tu sais, de faire le lien un peu dans dessous de cette histoire, et donc du coup, le chardon qui est donné par sa femme, enfin sa promise en tout cas, à William Wallace, il est dans un espèce de tissu, et en fait ce tissu, tout le long du film, il va être passé de main en main, et donc ce chardon passé de main en main, et du coup il y a... ça je pense que c'est un outil scénaristique, tu sais, de faire des petits rappels thématiques à certains moments, qui sert à Randall Wallace, tu vois, un peu à je sais pas comment dire, à fluidifier en fait un petit peu son film. T'en as d'autres, hein, dans Braveheart, il y a une espèce de truc un peu chelou où en fait ils adorent se jeter des cailloux à la tête, tu sais, pour renvoyer. Ça c'est un truc symbolique aussi. De David, non? David et Goliath, ouais. David et Goliath. On est sur du biblique, hein, une fois de plus. Et pour en revenir au chardon, dans Outlaw King, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, à un moment, donc du coup, Florence Pugh, je sais plus exactement quel est le nom du personnage, mais du coup, qui est sa femme, ouais, qui est la femme de Robert the Bruce. Bah, tu sais, ils s'échangent un peu des fleurs et tout, et du coup, il y a tout ce truc-là qui revient tout le long du film où ils s'échangent un chardon. Et ça, ce qui est marrant, c'est que moi, en le voyant, j'ai pas pu. Tu vois, je me suis dit, c'est un peu gros le loulou, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que ce truc-là, pour le coup, fait très héritage de l'ancien temps, je trouve, tu vois, en termes de symbolique, hein, tu vois. Je pense que Braveheart, il a quand même un ancrage très très fort dans le cinéma des années 60 et avant, où on n'est pas vraiment dans un truc historique, et on est plus dans un truc vraiment assumé comme étant symbolique. Et tu vois, j'ai l'impression qu'après Braveheart, on va se dire, peut-être l'historique, il faut qu'on le traite de façon un petit peu plus réaliste, sérieuse, entre guillemets. Ouais. Et du coup, dans Outlaw King, qui a une volonté, je trouve, de créer, tu vois, quelque chose de... son Robert the Bruce, il est à portée de main, tu vois, un peu, il a un côté, il a des enfants, il est humain, quand il tombe par terre, il se salit, enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Et du coup, ce truc-là, très symbolique il se donne un chardon, et t'as toute la symbolique de l'Écosse, je trouve, fait même un tout petit peu anachronique, tu vois. Et je me demande à quel point c'est une volonté aussi, là, d'avoir, pour le spectateur, de donner au spectateur une petite filiation mentale avec Braveheart, quoi. Pour continuer sur le volet un peu mythologique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Robert the Bruce, tu vois, il va aller chercher le chardon de Braveheart, qui est aussi le chardon de l'Écosse, hein, c'est pas uniquement le chardon de Braveheart, mais il va le garder au montage quand il va repartir sur la salle de montage, alors qu'il va supprimer une autre histoire qui est liée à Robert the Bruce, qui va être dans le film, du coup, dans le film éponyme avec Angus MacFadyen, du coup, qui est l'histoire de Robert the Bruce et de l'araignée, qui est alors une petite légende. Alors une fois de plus, on va voir qu'il y a des liens avec d'autres trucs. C'est une légende qui vient d'un poème, alors déjà plutôt du XVIIIe siècle, donc une fois de plus dans une époque où l'Écosse est en plein combat pour une indépendance, pas forcément pour une indépendance, parce que les histoires de guerre jacobite, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas dans un moment où elle a besoin de s'unir pour repousser un peu l'envahisseur, on va convoquer cette histoire, et cette histoire, c'est l'histoire d'une araignée. En gros, Robert the Bruce, à une période, aux alentours de 1306, il disparaît un peu des sources historiques, on ne sait pas trop ce qu'il a foutu pendant à peu près un hiver. C'est le postulat de départ du film Robert the Bruce, et qui va broder là-dessus une petite histoire de mec qui se cherche un peu, quoi, qui cherche à redevenir à devenir roi finalement. Et on raconte, le poème dit, en se basant sur des textes plus anciens, soi-disant que il a passé tout l'hiver dans une caverne et qu'il aurait observé le travail d'une petite araignée qui tissait sa toile, en se disant, en sortant, cette petite araignée c'est moi, et cette toile c'est l'Écosse, il faut que je la tisse, il faut que je la file, et cette patience qu'a l'araignée, je dois l'avoir aussi, et je vais y arriver, tu vois, un symbole de persévérance du coup, qu'on va retrouver. Et donc du coup c'est pas complètement anodin que ça arrive dans cette espèce de montée nationaliste, et que ce soit écrit dans cette époque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que mythologiquement ça emprunte à
à une chose qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'une part dans la Torah, on va avoir David, donc le bon roi David de David et Goliath, qui va connaître une histoire similaire avec une petite araignée dans une caverne, et on va également avoir la même chose dans le Coran avec le prophète qui va à un moment être sauvé par une araignée qui va tisser une toile devant une grotte, voilà, et qui va permettre ainsi au prophète d'éviter d'être attaqué par ses adversaires. Petite chose rigolote, on la retrouve également en forêt de Brocéliande au niveau du chêne de Guillotin, où elle aurait sauvé un prêtre réfractaire pendant la Révolution française. Donc voilà, donc c'est pour dire que cette histoire elle est un peu aussi en vogue, je pense, entre le 18e et le 19e siècle, un peu partout, et que c'est pas complètement anodin de la retrouver un peu à toutes les sauces. Si vous voulez voir cette scène qui a été coupée de Outlaw King, elle est sur YouTube. Il y a toute une scène de poursuite de notre bande de personnages là qui sont attaqués par les Anglais, et du coup Robert the Bruce qui se réfugie dans une grotte, et du coup on a ce truc là. Ce qui est marrant, c'est que par contre les scènes avec William Wallace qui ont été coupées du film ne sont pas visibles sur YouTube, quoi. Et même dans le générique de fin, tu vois, enfin dans le générique, on ne sait pas qui a joué William Wallace. Il y a aussi ce truc-là, tu sais, de pas complètement assumer la paternité avec Braveheart dans le truc, quoi. Ah, ici, et pour terminer avec cette histoire d'araignée, le poème est cité textuellement, le petit poème du XVIIIe siècle, là, il est cité dans Robert the Bruce. On a une voix off avec le poème pendant la scène de l'araignée, quoi. We've won. The English gone. You're the king now. We won? Spider's web must be spun. The king's delight must be undone. Lost soul's journey must be won. Song of justice must be sung. Who are you? The spider's web must be spun. Lost soul's journey must be won. The king's delight must be undone. The song of justice must be sung. Est-ce qu'on se ferait pas un petit point sur les costumes, je pense, parce que trois périodes, 3 genres de films, 3 budgets, hein, j'ai l'impression qu'il y a Oui. tout ça, quoi. Moi, alors, c'est un détail, hein, mais j'ai beaucoup aimé au début de Outlaw King le fait que, donc, on voit tous les nobles qui sont en grande tenue, et ils ont si on a le bon œil, on peut voir leur blason de leurs familles respectives. Et même dans Robert the Bruce, son épée, elle est, entre guillemets, aux armes de sa famille. Le pommeau, il y a la fameuse croix de Saint-André, qui est de la famille donc de Bruce, mais également la croix de Saint-André plus tard du drapeau écossais. Du drapeau écossais de maintenant, hein, pas le drapeau royal du royaume d'Écosse, le drapeau de la croix de Saint-André de nos jours. De nos jours. Bah, sur les costumes, moi j'ai trouvé que j'ai beaucoup alors j'aime bien Braveheart, je pense qu'il a aussi il est très brun, Braveheart. Les méchants sont en rouge et eux ils sont dans des teintes qui rappellent la terre et tout ça, je me souviens en avoir Avec discuté des petites pointes de bleu aussi. Ouais, c'est ça, donc quelque chose de très la nature contre la civilisation un peu, quoi, dans le rapport des forces. Et puis genre on défend notre terre, donc on a ses couleurs un peu, quoi. Donc il y a un peu un truc comme ça. Je pense que Outlaw King a plus volonté d'être historiquement fiable, on va dire. On va avoir pas mal de tenues, enfin je sais pas à quel point, mais tu vois, avec l'idée quand même de mettre des tenues plus d'époque, tu vois. Les nobles écossais ne sont pas habillés avec des trucs très bruns et tout ça. On a les couleurs qui sont marquées sur leurs vêtements. Même si on peut trouver le costume final de Chris Pine un peu... alors je sais pas pourquoi ils ont choisi que ce jaune qu'il a sur son tabard soit moins vif que celui de son bouclier.
Mais ça rend... Moi, je sais que ça m'a rendu un truc un peu bizarre, mais du coup, il a vraiment son blason sur lui pour la bataille, quoi. Après, c'est marrant parce que je trouve dans les costumes, il y a une volonté peut-être de donner des classes sociales à des personnages. Alors dans Braveheart, je pense que c'est ultra assumé, tu sais, bah, tu vois, le William Wallace de Braveheart, on te le présente vraiment comme une espèce de paysan avec... là aussi, tu vois, en termes, je pense que des historiens se penchent là-dessus, ils ont un peu de la sueur, mais c'est un peu une espèce de volonté, je pense, de te montrer, et ça c'est intéressant, une volonté d'avoir ce héros du peuple, tu vois. Et du coup, dans les costumes, effectivement, il y a ça aussi, quoi, tu vois, c'est extrêmement simple. Édouard, ouais. Oui, non, juste, alors pour ceux qui ont regardé le commentaire de Braveheart, c'est marrant parce que Mel Gibson dit que quand on a parlé costumes avec son équipe, on lui proposait, je cite, des costumes rouges avec des plumes et des chapeaux, etc. Alors bon, à prendre voilà, avec des pincettes, mais on a l'impression que quand il questionnait son équipe, son équipe lui renvoyait finalement les costumes de la période jacobite, plus que de la période du XIIIe siècle. Donc voilà, c'est marrant, mais je te laisse continuer, Pierre. Non, mais ce qui est marrant, c'est que les espèces de villageois médiévaux, tu vois, et donc du coup, le corps un peu global des personnages de Braveheart, pour le coup, t'as l'impression, enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même une recherche, on avait vu avec Chris, il y a quand même une recherche historique, tu vois, les mecs se sont dit, ah oui, on a pris un hélicoptère, on a recherché, tu vois, les villages, comment ils étaient construits, on a reconstruit d'après telle époque, et puis t'es là, oui, mais pas du tout, en fait, vous avez repris des ruines du néolithique, tu vois, du coup, il y a un peu la recherche historique dans un film, mais comme on la faisait à l'époque, c'est-à-dire vraiment un peu... un peu walou. Après, ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve qu'il y a de la couleur quand même dans Braveheart. Il y a quand même il y a un filtre et un étalonnage du film dont tu sens que pour uniformiser tout, ils ont donné cette teinte un peu grise et un peu sombre. Mais je trouve que dire que Braveheart correspond à cette espèce de cliché de ah oui, le Moyen-Âge tout crasseux où c'est que les mecs c'est des pays et c'est mis comme ça, en fait, il est vraiment à prendre avec des pincettes parce que quand tu vois le film, en fait, le travail sur la colorimétrie, il est assez volontaire, et plus tu vas vers la fin du film, plus tu es dans quelque chose qui est uniforme, voire même qui touche à du noir et blanc, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, et plus on va faire ressortir ces petites touches de bleu qui correspondent aux personnages de... Enfin, tu sais, qui représentent Mel Gibson avec ces espèces d'yeux bleus et avec les peintures de guerre. T'as une espèce de volonté visuelle qui est assez définie quand même, quoi. Et les costumes de Robert The Bruce, on en parle un petit peu aussi ou Bah, Robert The Bruce, il fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. Il y a un truc un peu comme ça, il a du mal à... Tu sens qu'ils ont un petit costume pour Jared Harris au début, histoire qu'il fasse un peu plus richose que les autres, mais après, on est quand même dans ce qu'on va appeler la représentation fantasmée du Moyen-Âge telle qu'on la conçoit dans Donjons et Dragons, un peu, tu vois. Bah, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Mais... Leonardo Carbone Powa, quoi, un petit peu. C'est ça. Mais on est vraiment, pour moi, sur la même vibe que Black Death. Tu sens où ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, et puis ils ont un peu plus de mal à le gommer que dans Black Death, quoi. Parce qu'il y a moins de parti pris dans la mise en scène, ce qui fait que sur quelque chose d'un peu plus lisse, quoi. Mais ils évitent le kilt, donc du coup c'est marrant de se revendiquer de Braveheart, tu vois, et de pas garder cette continuité là. Oui, c'est ça, c'est marrant, tu sens que le reproche, enfin il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Braveheart sur la non-historicité du truc, et tu sens qu'ils en ont pris compte, tu sais qu'ils en ont tenu compte dans leur film, même si il y a plein d'autres trucs où en fait ils sont, tu vois, ils sont pas du tout histo, et les mecs ils sont vraiment fringués un peu comme dans un GN amélioré, quoi, tu vois, il y a un peu ce truc là, quoi. C'est pas faux. Et du coup, pour terminer, peut-être sur les costumes, puisqu'on parlait du kilt écossais, pour la petite anecdote, le kilt écossais, c'est un peu comme l'histoire des cornemuses dans Braveheart, où ils disent « Ah, on n'a pas le droit d'en jouer ». Effectivement, il y a une période pendant laquelle on ne va plus avoir le droit ni de porter de kilt, ni de jouer de la cornemuse. Ça va durer une quarantaine d'années, et ça sera entre la bataille de Culloden qui se déroule en 1746 et 1782 où l'interdit est levé. Donc voilà, donc c'est... Oui, effectivement, à un moment on leur a enlevé leur symbole, mais ça a duré 40 ans, quoi.
C'est pas une oppression multicentenaire, quoi. En termes de symbolique, ça, j'en ai aucune idée. Ces figures de Robert The Bruce et de William Wallace, vous pensez à quel point elles ont été remises au goût du jour par justement le film Braveheart? Est-ce que c'était un truc qui était, tu vois, en Écosse aussi... C'est vivace. Ouais, je me pose la question. Tu vas à en fait. Stirling, c'est vivace. Il y a le Wallace Monument qui existe, qui est une espèce de grosse tour, tu peux pas la louper. Et dedans, il y a l'épée qui historiquement aurait appartenu à Wallace et l'épée que Mel Gibson utilise dans le film, tu vois. Donc les deux sont vraiment mis côte à côte ensemble. Et sur la colline d'en face, tu as le château de Stirling, et à l'entrée du château de Stirling, il y a une espèce de statue monumentale de Robert The Bruce. Donc c'est vraiment les deux héros sur les deux collines à Stirling. Tu vois la porte d'entrée des Highlands, t'es dessus, quoi. J'avais une question. Est-ce qu'il fait vraiment 2 mètres de haut et lance des boules de feu? Je ne suis pas sûr. Je pense que de ce côté-là, il faudra s'orienter vers ce bon vieux Saint-Patrick pour trouver quelque chose de cet ordre-là. Et puisqu'on parle de Saint-Patrick, c'est peut-être l'heure des recommandations. On va peut-être parler, on va laisser un petit peu derrière nous tout ce qui est écossais, puisque Edouard voulait parler d'Irlande un peu. Tout à fait. Pour parler encore des guerres d'indépendance, mais cette fois on va quand même avancer longuement dans les années. Je vais vous parler donc du Vent se lève de Ken Loach sur les débuts de la guerre d'indépendance irlandaise. Par contre, là, et j'emprunte les mots de Ken Loach, avec les guerres d'indépendance irlandaises, on va être vachement sur une guerre sociale, presque plus que sur une guerre de patrimoine, enfin de terre, quoi. Voilà. Ça se passe à quelle époque, la guerre d'indépendance? Entre les deux guerres. Alors, bien sûr, il y a des... D'accord, ok. Il y a des mini-guerres d'indépendance avant, mais c'est vraiment là pour le coup, c'est l'entre-deux-guerres qui va faire naître vraiment c'est la guerre d'indépendance irlandaise telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Sur la guerre, enfin sur l'Irlande au 19e siècle et le début de cette révolte, il y a également un film qui s'appelle The Renegade, où on peut voir finalement presque la naissance de ce qui deviendra cette guerre d'indépendance irlandaise, avec, mais par contre qui est un film vraiment de vengeance, qui se rapprocherait presque plus de Braveheart que d'Outlooking ou autre comme ça. C'est vraiment le personnage qui va se venger et qui va faire naître un petit peu ce début de guerre d'indépendance. Sachant que voilà, l'Irlande et l'Angleterre, et même avec l'Écosse, enfin l'Irlande avec ses voisins a toujours eu voilà, des rapports houleux, on va dire. Et du coup, qui on retrouve dans ce film? Alors, dans Le Vent se lève, Cillian Murphy, Liam Cunningham et Patrick Delaney. Voilà, on est quand même sur vraiment des acteurs irlandais, des locaux, comme on dit. Et d'ailleurs, toi, Christophe, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Alors moi, je vais vous recommander toujours dans ces histoires d'indépendance, mais un peu plus tardives. Je vais revenir de l'autre côté de la mer d'Irlande. On va retourner en Écosse. On va aller sur un film qui s'appelle Stone of Destiny, qui parle du coup de ce qui pourrait s'apparenter à un fait divers, mais qui est quand même assez important, je pense, dans la construction de la mentalité nationaliste écossaise. Ce film traite d'un jour du jour de Noël 1950, où une bande d'indépendantistes écossais ont été récupérés la pierre de Scone en Angleterre, parce qu'il faut savoir que la pierre de Scone, à un moment quand l'Angleterre va définitivement on va dire annexer l'Écosse, pour être sûr qu'il n'y ait plus de roi qui soit couronné, ils vont embarquer la pierre et ils vont aller la mettre dans le trône du roi d'Angleterre, histoire de dire c'est lui qui est dessus, c'est lui votre roi, quoi. Et, donc il y a toute une... Mais c'est pas justement Édouard Ier, l'antagoniste de Braveheart, qui fait ça justement Exactement. Cet acte-là. Exactement, c'est lui qui fait cet acte-là, et les Écossais, il n'est pas rare qu'ils se soient moqués
de ce bon vieux Edward Longshanks en disant que c'était pas ses fesses qu'il fallait poser sur la pierre de Scone, mais bien ses pieds. Du coup, voilà. Petite blague de l'époque. On se gosse. Donc voilà, donc ça traite un peu de cette histoire de... c'est un film de casse un peu, mais avec une petite patte britannique. On retrouve pas mal d'acteurs qu'on aime bien, finalement. Il y a Charlie Cox, il y a Billy Boyd, il y a Robert Carlyle, Kate Mara, alors Brenda Fricker, dont je n'ai pas la filmographie en tête, et Peter Mullan. Peter Mullan, qui est également dans Braveheart, dans un tout petit rôle, à un moment dans la bataille de Stirling, mais vous ne pourrez pas rater sa petite voix de caillou si vous écoutez si vous avez le film en VO. Peter Mullan qu'on avait adoré dans Cheval de guerre, quel enfer. Du coup voilà, donc c'est un petit film sympa, hein, ça dure à peine 1h30 et c'est ouais, je sais pas, c'est ce genre d'adaptation de faits divers un peu avec une patte un peu feel good, tu vois, finalement, qui est un peu propre aux Britanniques, je trouve. Enfin, voilà, donc Stone of Destiny, qui est sorti en 2008. Et toi, Pierre, quelle recommandation vas-tu nous faire? Eh bien alors écoute, en termes de recommandations, alors déjà de façon générale, là dans les réalisateurs dont on a parlé, il y a plein de leurs films qui sont intéressants. Je pense que David Mackenzie, comme je l'ai dit, ses 2 films précédents, Les Poings contre les murs et Comancheria, sont des très bons films, dans des styles différents. Un c'est un film de prison et un autre c'est plutôt une sorte de western moderne. Et du coup, très bon réalisateur, qui a des partis pris, qui sait ce qu'il fait et du coup très appréciable. Chez Mel Gibson, si vous êtes intéressé par une certaine radicalité et dans la mise en scène et dans de voir un film qui, pour le coup, je pense qu'il n'y a que lui qui fait son genre de film, moi je vous conseille Apocalypto quand même, qui tu vois, film sur la fin de l'Empire Maya un petit peu, mais traité vraiment comme une espèce de survival un peu bourrin. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu fascinant dans ce film, et pour moi c'est peut-être le plus intéressant de Mel Gibson. Et comme tout est en maya, on n'entend pas les phrases antisémites et les trucs comme ça, et donc du coup c'est un petit peu c'est toujours un peu gênant avec ce personnage là, quoi. Et sinon, alors du coup je voulais évoquer la mémoire d'une petite passion vidéoludique qui je pense a été la nôtre à un moment et qui pour moi l'est toujours. C'est Age of Empires 2, évidemment, le jeu vidéo classique où il y a des petits bonhommes qui vont se taper entre eux, et qui du coup en 99 je crois est sorti, et où la campagne donc du coup les missions didacticielles du jeu, c'était l'histoire de William Wallace, et du coup très très inspiré du film, quoi, Braveheart. Et cette année, là, en 2020 ou en 2019, ce jeu existe toujours, il a été remasterisé en 4K, et ça doit continuer à se vendre, puisque des gogols comme moi l'achètent. Et on a une nouvelle campagne, qui est une campagne qui suit l'histoire un petit peu, alors de façon extrêmement romancée, évidemment, c'est un jeu vidéo, donc... pour le coup c'est un jeu vidéo pas vraiment historique, donc voilà, mais qui suit l'histoire de Edward Longshanks, donc du coup l'antagoniste de Braveheart. Et c'est marrant, je trouve que ça permet un petit peu de voir la différence qu'on a dans l'art, ou en tout cas dans la façon de raconter les histoires, tu vois, à 20 ans de différence, où en 95 on raconte l'histoire, en 99 on raconte l'histoire comme dans Braveheart, et en 2021 on te raconte l'histoire d'un personnage dont on n'hésite pas à te dire qu'il a été impitoyable, et du coup tu vois, d'un point de vue moral un petit peu douteux, mais on te dit voilà, vous allez jouer ce gars-là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant si vous aimez les jeux vidéo. Passistor. Merci pour toutes ces petites recommandations. Et si votre Sporan, ainsi qu'on appelle la petite pochette du kilt, n'est pas encore assez bien garnie avec tous ces trucs à voir et tout ça, on a utilisé un bouquin pour préparer cette émission avec Edouard notamment, qui est un livre qui s'appelle sobrement Histoire de l'Écosse, qui est un livre de Michel Duchesne ou Duchesne, je ne sais pas comment on dit, et qui à l'origine est paru chez Talendier, mais qui maintenant existe en poche. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter le nez dedans si l'histoire de l'Écosse vous intéresse. C'est vraiment des origines à nos jours, donc on va de tout ce qui est préhistoire, même et trucs celtes derrière, jusqu'au référendum, puisque l'édition est mise à jour assez fréquemment. Voilà.
Et enfin, un petit mot sur la suite, parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas pu s'empêcher, une fois de plus, de faire un comparatif avec Game of Thrones dans notre analyse. Du coup, on va se pencher une bonne fois pour toutes sur la question, et le prochain podcast, du coup, sera sur le rapport entre cette série et l'histoire, telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire un peu en quoi c'est une série un peu qui fait date, et pourquoi est-ce que les films historiques aujourd'hui s'y réfèrent, et à la fois qu'est-ce qu'on a comme emprunt à l'histoire à l'intérieur de la série. Voilà. Je pense qu'on parlera aussi de notre rapport à nous, au bouquin, et même à l'univers du Trône de Fer peut-être en général, parce que je pense que là, c'est les gens qui nous connaissent savent que voilà. On est empreinte de la chose, quoi, un peu. C'est ça. On baigne un peu dedans depuis une dizaine d'années. Du coup, on espère que vous allez bien et on vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Hein ? Allez. Non, c'était nul comme fin. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Ciao, ciao.